Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je suis ravie d'accueillir Julia Simon. Julia est accompagnatrice du féminin. Elle est également naturopathe et formée en médecine traditionnelle chinoise et en EFT. Elle est auteure de best-sellers en livres et d'un oracle. Ses débuts sont nourris par son expérience de la maternité et son activité en cabinet à Paris. Et c'est par ce biais qu'elle écrit 4 livres autour du postpartum. Aujourd'hui, formée en tant que praticienne en chamanisme, elle accompagne les femmes de manière plus globale, qu'elles soient mères ou non. Ces accompagnements, en ligne ou en présentiel, à travers des retraites initiatiques, permettent aux femmes de se libérer des injonctions et de se reconnecter à leur confiance, leur souveraineté et à leur médecine intérieure. Julia Simon, c'est celle qui active la puissance et le sacré chez les femmes. Et puisqu'on parle de puissance et que Julia est également entrepreneuse depuis de nombreuses années, je trouvais ça intéressant d'aller explorer avec elle cette notion de l'entrepreneuriat au féminin. Va-t-on vers une nouvelle ère du leadership au féminin ? Est-ce que l'on va réussir à sortir de ce côté ultra yang où finalement on rentre en compétition avec le monde masculin, ou peut-on inventer notre vision du leadership et de la puissance personnelle ? Bref, peut-on entreprendre et avoir un leadership puissant, vulnérable, audacieux, tout en réussissant pleinement dans l'entrepreneuriat ? Bonjour à tous et bonjour Julia. Hello, salut Audrey. Avec Julia, aujourd'hui, on avait envie de parler des entrepreneuses de demain. Est-ce qu'il y a une nouvelle vision du leadership au féminin ? Et la première question que j'ai envie de te poser, Julia, c'est finalement, tu es entrepreneuse depuis, je crois, 12 ans, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussée à devenir entrepreneuse ? T'en étais où, à quel stade de ta vie lorsque tu as décidé de changer ou d'amener cette nouvelle direction ? Alors moi j'avais 30 ans, c'était ma crise de la trentaine. J'ai une crise de sens en fait après l'arrivée de ma première fille, Léonie. J'étais dans un boulot qui était vraiment très chouette. Je travaillais dans les cosmétiques à l'international, je lançais des marques aux États-Unis, au Canada, c'était très fun. J'avais plein d'échantillons tout le temps, donc mes copines adoraient mon travail. Mais en fait quand j'ai eu ma première fille, je me suis vraiment rendu compte que j'avais besoin d'avoir un métier qui ait du sens. Et en fait pour moi, ça passait à travers le fait d'être au service de l'autre, et notamment au service des femmes, notamment des femmes qui étaient enceintes et des jeunes mamans. Et un jour, c'est très clair pour moi. Je me suis vue, en fait, j'ai une sorte de vision, une épiphanie, où je me voyais en fait dans un lieu avec des femmes enceintes autour de moi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de poser une rupture conventionnelle. Et en fait, ça s'est fait hyper rapidement, en l'espace de... C'était mon épiphanie a eu lieu à Bali. C'était en début du mois de juillet. Et tu vois, fin août, ma rupture conventionnelle était posée. Et je partais dans une école de naturopathie et une école d'acupuncture traditionnelle. Donc tout s'est fait très rapidement. C'était très aligné pour moi. Donc c'était plutôt par rapport à une volonté d'avoir un métier qui ait du sens. Et c'était pas forcément de devenir entrepreneur qui était derrière ma volonté de changer de métier et de sortir du salariat. C'était plutôt cet alignement et cette volonté de changer le monde avec ma propre médecine. Merci beaucoup. Autour de toi, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient entrepreneurs ? Est-ce que tu as pu bénéficier de conseils ? Est-ce qu'il y avait justement des gens qui ont pu t'accompagner ? Parce que effectivement, souvent on voit la casquette donner un sens, on voit la casquette se sentir aussi en vie et accompagner les autres, parfois par rapport à ses propres expériences, etc. Et on voit pas forcément non plus tout ce qui se cache derrière, dont cette fameuse casquette d'entrepreneur, d'entrepreneuse. Alors, pas du tout. J'étais une pionnière dans mon environnement. Je connaissais
personne qui était entrepreneur. Donc moi, j'ai fait une grande école de commerce, donc on partait tous dans des grosses boîtes, dans des grosses entreprises françaises ou internationales. Et donc dans mon réseau amical, c'était plutôt des grosses boîtes. Et dans mon réseau personnel et familial, non, je connaissais aucune personne qui était entrepreneur. Le seul ami que j'avais, c'était un de mes meilleurs amis qui reprenait en fait l'étude notariale de son père. OK. Mais c'était vraiment le seul, et encore c'était vraiment très très long parce qu'il était encore en train de faire ses études, ou il était en train de terminer, je crois. Donc non, j'avais personne, et c'est vrai que je me rends compte maintenant avec du recul à quel point avoir des mentors ou des gens dans notre vie qui ont déjà marché ce chemin avant peut être riche. La personne qui était, en fait, moi j'étais dans une toute petite boîte avant de démissionner. Le seul exemple que j'avais, c'était ma boss que j'avais à New York, qui était une Française qui était aux États-Unis depuis une vingtaine d'années et qui avait décidé de devenir distributrice d'une marque de cosmétiques française. Donc peut-être que c'était elle en fait, Céline, ma seule mentor potentiellement autour de l'entrepreneuriat, mais c'était qu'une personne, tu vois, sur tout mon environnement, donc c'est pas beaucoup. Et puis en plus c'était dans un autre pays, c'était dans une autre configuration, c'était de la vente de produits, donc c'était encore autre chose. Et puis, il y a aussi cette notion, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors peut-être que je suis complètement biaisée par les réseaux sociaux, c'est possible, mais j'ai l'impression que, l'entrepreneuriat et même l'entrepreneuriat au féminin se démocratise et qu'il y a 12 ans de ça, on était peut-être plus pionnières. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait moins de gens, autour de nous. Alors là, je suis un peu biaisée parce que bien évidemment, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'entrepreneuses autour de moi, Mm. de facto. Mais à l'époque, effectivement, autour de moi, j'avais pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui prennent leur envol, en fait. Ouais, je pense que ça va sûrement être une fausse vérité, hein. Mais je pense qu'en France, l'entrepreneuriat est encore quelque chose, ou était, ou en train de changer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 10 ans, l'entrepreneuriat un peu moderne, comme on est en train de le créer aujourd'hui, en tout cas, l'entrepreneuriat n'est pas quelque chose qui est beaucoup valorisé, parce qu'en France, on vient pas, on n'a pas cette mentalité-là. Même la société n'est pas faite forcément pour les entrepreneurs, on s'en rend compte, hein. Dans notre quotidien. Tellement je pense à tout ce qui est administratif. Passons, mais je pense C'est clair. on n'est pas dans un pays qui pousse ça. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Aux États-Unis, tu montes une boîte, ça marche pas, tu la fermes, tu en réouvres une autre, etc. Ça bouge, il y a vraiment une grosse énergie, une grosse dynamique derrière. Il y a quelque chose qui est très young, tu vois, qui bouge, qui bouge, qui bouge. En France, pour ça, c'était un peu plus lent, un peu plus stagnant au niveau de l'énergie. Mais j'ai envie de croire, moi aussi, hein, comme tu le disais, que c'est en train de changer et qu'on est de plus en plus de femmes à, à se lancer. Et je pense que tu vois, la maternité, il fait beaucoup. Moi, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont été mamans, qui sont dans cette transition-là. Et quand même beaucoup, beaucoup de remises en question, hein. Quand un bébé arrive, c'est quoi ma position à moi dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde pour moi, mais aussi pour ma famille, du coup? Comment est-ce que je veux être cette mère dans la société d'aujourd'hui? Et on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent être au service d'autres femmes, des femmes qui veulent être au service de plein de projets qui sont importants pour elles, que ce soit au niveau de la création de vêtements, qui soient des vêtements responsables, éco-responsables, que ce soit avec de la créativité, avec de la poterie, avec de la céramique. Enfin, on se rend compte aussi que maintenant, j'ai l'impression que les femmes ont intégré l'idée qu'elles peuvent être aussi libres dans le choix qu'elles peuvent faire pour leur métier, et qu'elles peuvent vraiment choisir des choses qui leur font plaisir. Elles peuvent choisir des métiers qui ont du sens pour elles, qui vont les nourrir à l'intérieur, qui vont aller nourrir leur cœur. Et ça, je pense que ça change aussi beaucoup, du coup, tout ce paradigme qui est autour de l'entrepreneuriat, où avant, quand on pensait à l'entrepreneuriat, tu sais, moi, l'image que j'avais, c'était plutôt les gens qui faisaient du porte-à-porte, tu sais, pour vendre des fax D'accord. ou des Minitel. Et en fait, on se rend compte que c'est tellement plus large que ça. Et maintenant, tu vois, les femmes, avec leur créativité en plus, elles se rendent compte qu'elles peuvent tout créer, en fait. Elles peuvent créer des services de traiteurs postpartum, elles peuvent créer des vêtements, elles peuvent créer tellement, tellement de choses. Donc, c'est comme s'il y avait une sorte de, tu sais, il y avait une sorte de verre,
qui nous empêchait en fait d'aller dans un autre monde et que là les femmes étaient en train de se dire non, non en fait ce verre, cette barrière qui existe là, genre je la fais péter, j'en veux plus, je veux être pleinement moi, je veux être une femme épanouie au travail avec mes enfants, ma famille et mes amis, etc. Et je me lance dans des choses qui ont du sens parce que le monde a besoin qu'on remette du sens dans nos vies et ça passe aussi par notre travail. C'est intéressant, tu soulèves plusieurs sujets. La première, c'est qu'effectivement, enfin le premier sujet, c'est qu'effectivement, on est dans une société plutôt paternaliste et qui pousse pas forcément à l'entrepreneuriat. C'est sûr. Que si tu vas au Canada ou aux États-Unis, tu ouvres une boîte en 3 heures. Et en France, c'est quand même des gros process. On a certes lancé cette notion de auto-entrepreneur, mais c'était plus pour combler, complémenter un revenu que pour se lancer à long terme, parce qu'il n'y a pas tout ce qui est retraite, bon, peu importe, hein. De toute façon, aux États-Unis, ta retraite, tu te la crées aussi, c'est une autre façon de On peut fonctionner. faire. Donc, c'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste qu'effectivement, de par une société qui est plus paternaliste, elle te pousse plus à rester davantage au chaud, en CDI, avec ton chômage, etc., etc., etc. Mais quid effectivement de la créativité? Et je te rejoins sur le fait que finalement, ça enferme potentiellement dans une bulle, et les femmes encore plus, parce que finalement, on rigole, mais le droit de vote, c'est pas si vieux que ça. Et l'émancipation des femmes n'est pas, bon là, c'est en train de prendre un push énorme, mais c'est pas si vieux que ça, hein. Ouais, tu sais, je crois que notre compte en banque, sans demander l'autorisation à notre mari, c'était en 1965, c'était hier. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Donc voilà. Et tu me fais une transition parfaite, c'est justement, vie pro, vie perso. Mhm. Comment on réussit à tout concilier? Est-ce que c'est un mirage? Est-ce que finalement, parce que souvent, lorsqu'on se lance aussi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a envie de créer sa propre vie, être moins contraint à des horaires de 9h-18h, etc. Et on a envie de laisser sa place au perso. Mais est-ce que c'est un mirage? Est-ce qu'on arrive à tout concilier? Et si oui, comment on s'y prend? Hmm. Alors, un mirage, je pense pas que ce soit un mirage, parce que je pense que tout est possible. Ça nécessite, ce qui est sûr, c'est que ça nécessite une très très belle organisation et idéalement aussi d'avoir du soutien. Pour pas faire tout toute seule, en fait. Faire tout toute seule, c'est vraiment, vraiment difficile. Moi, je comprends, hein, qu'il y ait des femmes qui puissent vouloir, quitter leur 9 to 5, ce que tu disais, hein, pour avoir plus de liberté, pour pouvoir choisir, pour, partir en vacances et cetera, bien sûr, et ça, c'est vraiment, super, attrayant, hein, dans la vie d'une entrepreneur. Et ce qui est sûr, c'est que l'entrepreneuriat, ça nécessite un fort engagement, et c'est peut-être une histoire que je me raconte, mais je pense que ça nécessite un fort engagement, notamment au début de notre activité, le temps de poser des bases, le temps de se faire connaître, de tester nos services et puis de grandir, etc. Et puis après d'avoir une équipe avec nous, et etc., etc., etc. Et du coup d'être en expansion. Mais je pense qu'au début, ça demande en tout cas beaucoup d'engagement, ça demande aussi du temps et ça nécessite du coup d'avoir une belle organisation en amont en fait. Je pense que tout est vraiment possible. Je pense qu'on peut avoir une vie très équilibrée et très nourrissante en tant qu'entrepreneur et femme, ça c'est sûr. Mais ça nécessite par exemple d'avoir un plan d'action chaque semaine. Ça nécessite de se dire, bah voilà, ça c'est, j'ai un soir de la semaine peut-être où je vais finir plus tard parce que je vais avoir besoin de finaliser des choses avant de partir en week-end et du coup d'être plus tranquille. Parce que je sais pas en tout cas si c'est moi ou pas, mais moi je crois que je lâche jamais en fait. Moi, mon travail, si on peut l'appeler comme ça, parce que ça me passionne tellement que j'y pense tout le temps, Mmh. que j'essaie toujours que tout ce que je regarde dans la vie m'inspire et je me dis que ça peut m'inspirer aussi pour tout ce qui est professionnel et que ça peut inspirer mes clientes. Quand je lis un bouquin, ça va me faire penser à une cliente en particulier, par exemple. Quand je lis une citation, je me dis: «Ah là là, mais ça, oh, il faudrait trop que je le partage sur Instagram ou dans ma newsletter, ça va m'inspirer plein, quoi». Donc il y a ça aussi qu'il faut voir, c'est que l'entrepreneuriat, oui, c'est sûr qu'on n'est plus dans du 9 to 5, mais du coup, ça veut dire aussi que c'est un peu tout le temps. Et donc c'est important de pouvoir choisir aussi, un métier enfin, de choisir en tout cas un secteur ou quelque chose qui va vraiment nous nourrir, parce que ça va nous donner aussi, plus d'assises et plus aussi de volonté, en tout cas de patience pour traverser aussi parfois quelques moments qui peuvent être challenging. Donc, ça revient, tu sais, j'en parle beaucoup aussi à mes clientes, hein, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, quoi. C'est vraiment d'avoir cette vision à long terme sur, pourquoi est-ce que je veux faire de l'entrepreneuriat? Si c'est juste pour avoir de la liberté, je pense pas que ce soit suffisant.
Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un projet derrière et un projet qui soit, tellement fort, qui puisse tellement vous nourrir et vous animer que tous les matins quand vous allez vous réveiller, même s'il va y avoir des matins où ça va être plus difficile, bah, vous allez quand même, vous lever parce que vous savez que ce que vous faites a du sens et que ça vous, ouais, que ça vous nourrit pleinement sur tous les plans, en fait. C'est la force de frappe de la passion, en fait, et de donner du sens. Et effectivement, c'est ce que tu, décris très bien. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une vision. Parce qu'on ne peut pas vous promettre que dans les 3 ou 6 prochains mois, lorsque vous allez lancer votre activité, vous allez être de facto tout de suite hyper rentable, que tout de suite, votre Instagram, si c'est le cas, va décoller et cetera. Et qu'est-ce qui va venir vous porter? C'est le fait de continuer à vous nourrir et d'être passionné par cette vision et de ce que vous avez envie de transmettre. Et ce que tu dis est juste, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du 9h-5h. On peut avoir des zones moi, j'ai des zones très courtes de productivité où je suis au taquet, en train de rédiger des newsletters et cetera. Néanmoins, effectivement, ce job passion, cette passion de job, elle fait partie de mon quotidien et comme toi, quand je repère des citations, quand je lis des livres, lorsqu'il y a une formation qui m'appelle, enfin voilà, il y a quand même quelque chose derrière de OK, je pense à des clientes ou OK, je me dis: «Tiens, en quoi ça pourrait, comment je pourrais tordre l'outil que je viens d'avoir pour, que les personnes, ça puisse les accompagner». Donc je suis assez d'accord que, hem on peut avoir du temps, on peut avoir cette notion de liberté. Néanmoins, il faut être très clair que parfois tout est un petit peu mélangé parce que notre passion, elle va tu vois, par exemple, on parle de femme médecine, donc d'une formation qu'on a fait en commun finalement. On se retrouve à en parler sur les réseaux, donc ça nous demande quand même un appel au courage et une Bien sûr. puissance personnelle, parce que c'est pas rien. Non. Et que se positionner en tant que femme médecine, c'est, un sacré pas en avant par rapport à nous-mêmes, par rapport au regard des autres, par rapport potentiellement aux questions des mamans de qui côtoient nos enfants et cetera. Mais oui, tu vois, moi, je me suis Mais oui. sérieusement posé la question. Je me Mmh. suis dit: «Bon, à quel moment, mon univers va, atteindre l'univers de ma fille? Et comment je switch ça? Comment je dissocie ça?» Et moi, je le dissocie en étant très ancrée au quotidien. Donc, il y a un côté, je crois, parce que j'ai eu pas mal de retours là-dessus, que j'ai un côté hyper rassurant parce que quand les gens me croisent, ils voient mon compte Insta, ils me voient et ils voient il y a vraiment une «différence» entre guillemets où effectivement, quand là, j'étais avec mon coach sportif, hier, on blague, on fait des blagues carambars et cetera, on se marre et du coup, il se dit: «OK, elle est pas perchée quoi, ça va quoi». Mmh. Alors qu'en fait, c'est pas du tout lié, mais peu importe. Tout Et à pour revenir au sujet, au final, chez toi, bien sûr que la femme médecine, elle prend place, dans chez toi parce que tu as des hôtels, elle va prendre place dans tes transmissions, elle va p donc il y a une espèce de switch où tout d'un coup, ça prend évidemment énormément de place dans notre vie, pardon. ouais, c'est sûr, parce que ça fait c'est une partie de moi, en fait et comme, moi, j'encourage les femmes, en fait, à être complètes, à être entières et donc d'accepter aussi toutes ces parties de qui font que nous sommes qui nous sommes avec, toutes nos particularités, notre essence et moi, je vis ma vie, quotidienne comme ça, en fait. Tu vois, je vais faire des blagues carambars aussi et en même temps, tu vois, il y a ce côté hyper sacré Bien qui fait sûr. vraiment partie de moi et c'est intéressant et merci pour ton partage parce que moi aussi j'ai souvent réfléchi à la manière dont je suis et comment ça pourrait impacter, mes filles. Justement pour pas qu'elles aient une mère, trop perchée, pour pas qu'on se moque d'elles, pour pas que, tu sais, ça me touche beaucoup ça. Parce qu'on sait à quel point le regard de l'autre peut venir tuer, hein, certaines parties de nous et ou en tout cas les éteindre. Après c'est pas grave, hein, elles peuvent se réallumer donc c'est OK. Mais j'avais envie que mes filles aussi, elles soient complètement OK avec la femme, que je suis, avec la maman que je suis, pour elles. Et donc ça passe aussi avec le fait d'avoir des discussions hyper courageuses avec elles et d'être en effet hyper ancrées. Je pense qu'on peut tout être et quand ça vient d'un espace qui vient vraiment du centre, avec un espace d'ancrage, on peut tout dire et les autres peuvent tout entendre et du coup on peut être aussi accepté, tel que l'on est et je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est aussi super important. Parfois, vous allez peut-être vouloir lancer des projets complètement fous, qui n'ont peut-être, du sens pour personne à part vous, mais je pense qu'à partir du moment où ça vient d'un espace où vous êtes hyper ancré, où vous croyez vraiment dans ce que vous dites, pour vous, ça vous paraît limpide, vous êtes aligné et cetera, mais allez-y quoi. Prenez ce temps de réflexion, ce temps de vraiment de maturer en fait cette idée-là et à partir du moment où vous sentez que c'est prêt et cetera,
on pourra parler des cycles, hein, tout à l'heure, du fait de profiter de l'énergie du printemps, etc., pour commencer à les montrer au monde, etc. Mais allez-y, laissez ces projets aussi émerger parce que c'est en étant dans cette folie, dans cette créativité, dans cette ouverture qu'on retrouve aussi tout le sens de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il part aussi de ça, hein. Heureusement qu'on a eu des entrepreneurs un peu fous qui nous ont créé des inventions donc qui sont maintenant indispensables à nos vies. Je pense par exemple à mon téléphone portable. Heureusement qu'on a eu des gens complètement dingues qui se sont dit attendez, on va passer de la télécabine, de la cabine à pièce ou à carte pour passer à un mini ordinateur où vous allez pouvoir écouter votre musique, vos podcasts préférés et téléphoner à votre meilleur ami à l'autre bout du monde en marchant ou en faisant du sport ou en courant dans votre parc, quoi. Donc on a besoin de folie, on a besoin que les entrepreneurs aussi aillent se connecter à ça. Et c'est ok, je pense, si parfois les gens ne comprennent pas non plus trop et si on passe un peu pour des dingues, parce que je pense que le monde aussi a un peu besoin de gens un De peu. grains de folie. Ouais, mais du coup, comme on était dans cet espace, justement, trouver l'équilibre vie pro, vie perso, toi, tu parlais d'organisation. Oui. Et effectivement, ça demande le lâcher prise demande et la productivité demande en amont une sacrée organisation et ça on va pas se mentir. D'autant qu'en plus, alors je sais pas si d'autant plus, mais en tout cas quand on est maman, ça demande une organisation supplémentaire parce qu'il y a la charge supplémentaire aussi, la charge mentale supplémentaire qui est très présente. J'avais une discussion rigolote avec une de mes meilleures amies qui était donc pas forcément dans son jour où elle était en amour XXL de son mari, je pense. Et elle me dit, mais en fait, ce serait intéressant que les hommes se rendent compte de la charge mentale. Lui, s'il m'ouvre ses 12 huîtres et il débouche la bouteille de vin, c'est bon, on a fait le tour, quoi. Il m'aide un peu à mettre la table et le compte est bon. Alors après, c'est un vieux couple, ils sont ensemble depuis longtemps. Il y a des couples plus modernes qui existent, peu importe. Mais elle me dit, moi, j'ai dû penser au cadeau de la belle doche aussi. Parce que lui, clairement, sinon, il va l'oublier. Et c'est tous ces petits détails du quotidien qui viennent s'ajouter. Alors, toutes les entrepreneuses ne sont pas mamans, c'est un choix. Toutes les entrepreneuses ne vivent pas non plus en couple et font des choix, je pense notamment à plein de digital nomades où elles font des choix parfois de vivre 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre, et quelque chose qui, du coup, demande une organisation, mais peut-être potentiellement moins d'intendance au quotidien, parce qu'évidemment, il y a moins d'objets autour de nous, il y a moins de trucs à gérer. Néanmoins, je trouve que c'est intéressant de regarder toute cette palette de couleurs et dont cette notion qui nous touche toutes, c'est comment je me mets en paix avec le regard des autres, comment finalement les autres ne comprennent ou pas ce que je mets en place, et quand on a des enfants, comment effectivement on devient une team building, mais en tout cas, comment on, on, on valide pour nous-mêmes, en tout cas, le fait d'être potentiellement des mamans différentes et que ça impacte pas trop, oui, que ça impacte pas nos enfants et que ça leur laisse plein de puissance personnelle. Moi, en fait, je pense que mes filles, elles sont hyper fières de moi. Mhm. Et je pense qu'elles sont hyper fières de parler de ce que je fais comme métier. Parce que C'est ça la justement, force de la transformation, justement. exactement, tu vois. Et je pense qu'il y a sûrement et je pense que quand elles en parlent à des enfants, je pense que les enfants doivent les écouter. Le mot que j'aime bien là, c'est émerveillé, tu vois, mais c'est quand même Mhm. super chouette d'entendre une petite fille qui parle de sa maman et qui dit, ouais, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et moi, je leur apprends vraiment quand même à toujours dire la vérité, en tout cas ce que je fais, parce que j'ai envie qu'elles sachent que tout ce que je fais est ok et que je suis pas en danger et que elles non plus. Et quand je fais ça, tu sais, je viens vraiment guérir cette partie sorcière ou femme médecine qui est en moi, qui a pu être malmenée il y a des centaines d'années ou quelque chose, tu vois, que je traîne dans mon ADN. Et un jour, j'ai décidé que ça s'arrêtait avec moi, que la peur de me montrer telle que je suis s'arrêtait avec moi et que mes filles n'avaient pas besoin de porter ça. Et donc, tu vois, dans ce truc-là, d'assumer pleinement qui je suis, je, je pense qu'il y a aussi cette force en moi aussi pour se dire, attends, là, en fait, je veux pas que mes filles soient un jour gênées ou. Elles le seront peut-être à l'adolescence, hein, j'en sais rien. En tout cas, maintenant et tout, il y en a une qui a 9 et l'autre 13. Pour l'instant, elles assument pleinement que maman ait un tambour, qu'on fasse des rituels à la maison, que je m'occupe de faire des retraites avec des femmes et qu'on parte. Des fois, tu vois, Léonie va me faire des blagues en me disant, ah, vous allez faire quoi alors? Vous allez courir toute nue entre les arbres? Et je la regarde sérieusement, je dis, oh, mais Léonie, mais c'est une super idée! Et du coup, elle me regarde un peu avec des grands yeux, etc. Et du coup, je joue un peu avec ça. Et au final, je lui dis, mais en fait, Léo,
Et ce serait quoi en vrai le problème de courir nu dans la forêt? Et du coup, ça nous donne des grandes discussions comme ça autour de plein d'autres thématiques, mais du coup, ça ouvre et ça nous permet de pas rester aussi enfermés dans des schémas de ce que l'on voit, et cetera. Tu vois, ma mère était, enfin mes 2 parents d'ailleurs étaient, fonctionnaires, ma mère, secrétaire, enfin tu vois? J'ai envie d'aussi de montrer à ma fille qu'on peut faire tellement plein de métiers différents et qu'on peut faire plein de métiers différents dans notre vie que, là, la grande question, c'est: «Qu'est-ce que tu veux faire ma chérie plus tard quand tu seras grande?» Donc elle est passée par sa phase, photographe, pâtissière, da 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 da. En ce moment, elle sait plus trop ce qu'elle veut faire. Ça la stresse un peu parce qu'elle est en quatrième et qu'elle a cette histoire de dossier et tout et je lui dis: «Mais, Léo, tu vas changer de métier tellement de fois dans ta vie. C'est C'est pas clair. grave. Pour l'instant et tout, reste ouverte, tu vas voir, tu vas rencontrer des gens, tu vas être inspirée pour faire telle ou telle formation, mais regarde, moi à 30 ans j'ai changé, à 40 ans, aussi, ton père c'est pareil». Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là de, on peut changer maintenant, tout est possible. Donc ça réouvre aussi sur, l'infini des possibles, qui est vraiment là présent, mais qui est complètement tangible parce qu'on le voit autour de nous maintenant. Et alors je sais pas, oui, si on est biaisé ou pas, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs, autour de nous maintenant, mais ça montre aussi à nos enfants que, on peut commencer par faire un boulot, puis après un autre et un autre et un autre et qu'en fait, il y a peut-être un fil conducteur dans tout ça et qu'en fait tout ça, ça a peut-être carrément du sens. Mais en même temps, on est sur un podcast où on parle de leadership et je trouve que oser, oser justement, expérimenter, oser, se chercher, oser se tromper, c'est une forme de leadership. Et moi, Complètement. j'adore, l'image de alors, parfois, elle me voit en train de bosser et cetera. Je suis pas tout le temps H24 dispo. C'est une forme d'organisation et on est d'équerre. Là, en ce moment, moi, je suis en train de faire ce podcast. Elle est sur un autre sujet. Hem, mais je crois que vraiment aussi, ça montre cette notion de leadership au féminin où on n'est plus dans cette obligation. On va parler aussi, hein, potentiellement, de cette société, hein, de la place de la femme et cetera. Hem mais on n'est plus, dans une codépendance. On n'est plus obligé d'avoir un petit job. On n'est plus obligé de faire un choix, d'avoir ou de pas avoir d'enfant, mais quel est le choix si finalement on veut un gros métier, dans une entreprise? On peut prendre la liberté d'inventer son propre job et je trouve que c'est une moi j'ai cette sensation d'au-delà de ce que je peux faire, parce qu'elle est un peu petite donc j'y vais mollo, avec parcimonie, de lui insuffler ce vent de liberté, en fait et de possibilités et j'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, c'est Marion Cotillard qui, lorsque ses enfants s'endorment, disent: «Rêver grand» et j'adore cette phrase Mmh. parce que justement, elle vient de redonner de l'air, hem, au milieu de quelque chose qui peut être un peu étouffant et un peu sclérosant. Des bonnes notes, de justement en quatrième, tu dois déjà décider de ce que tu vas faire comme métier. Ouais, c'est fou, hein. Mmh. C'est hallucinant, en fait, quand on y pense. Elle a quel âge? Elle a 13 ans. 13 ans? 13 ans, tu veux faire quoi plus tard? Mais j'en sais rien, en Mais fait. oui, parce Qu'est-ce que que si c'est que tu cette veux question? parce que tu es obligé de faire ton dossier pour aller voir aller, Mmh. pour aller au lycée, qui après machin pour aller en puis avec tout leur, j'ai pas encore très bien compris, hein, toutes ces nouvelles histoires pour ce qui se passe après le bac, mais ça m'a l'air d'être, encore un peu compliqué cette histoire-là. Mais, oui, ça renferme aussi nos enfants, hein, dans quelque chose et je trouve que du coup, en tant qu'entrepreneur, en ayant un autre regard, bah, ça lui permet elle aussi de voilà, de laisser son regard aussi ouvert vers plein de possibilités et quand elle me dit qu'elle veut être, fleuriste et pâtissière et avoir une boutique où elle fera les 2 dedans, je me dis: «Bah, vas-y ma chérie, c'est une super idée, quoi». Et elle trouvera l'angle et ça fera un super concept. Mais carrément. 2e question, c'est justement le leadership et justement l'entrepreneuriat. Il est vu comment, selon toi, dans notre société, ces femmes entrepreneuses? Je te dis ça parce que j'ai une copine qui est, donc professeure de yoga Ouais. et quand elle disait juste professeure de yoga, on lui disait: «Oui, non, mais d'accord, mais c'est quoi ton job?» Et maintenant Oh qu'elle punaise. dit, qu'en fait, elle est, copropriétaire, je vais mal le dire, d'un studio et là, Ah ça là, c'est bon marche. ça Là, envoie. c'est OK, ça C'est envoie bon, elle suffisamment pour elle a le droit là. Ouais. là, c'est bon, c'est son job à plein temps, quoi. Oh là là, quelle tristesse, hein. Du coup, toi, qu'est-ce que tu Comment as tu comme s comment tu veux que je rebondisse là-dessus? non, mais toi, est-ce que tu as justement, cette impression, qu'on regarde, l'entrepreneuriat, notamment dans le bien-être et cetera, comme quelque chose qui est sous forme d'un hobby ou, quand tu dis que, tu es naturopathe ou peu importe, lorsque tu as pu dire que tu étais naturopathe ou que tu faisais de la médecine traditionnelle chinoise, est-ce qu'on t'a tout de suite vu comme, quelqu'un qui gagnait sa vie, qui était autonome, au même titre que quelqu'un en CDI, par exemple?
Je crois que en fait, je crois que les questions venaient surtout du fait que ce que je faisais était bizarre et qu'ils avaient sûrement jamais entendu parler de naturopathie ou qu'ils ne savaient pas que des non-chinois pouvaient faire de la médecine traditionnelle chinoise. Je pense que les Aussi, questions pour oui. moi allaient plutôt là-dessus. Moi, c'est quand tu me parles d'entrepreneuriat et de leadership féminin, moi, je vois tout de suite deux catégories et je vois cette image-là qu'on pouvait avoir avant de l'entrepreneur. C'est la meuf hyper ambitieuse qui écrase tout le monde. Ah, on en a parlé la dernière fois, du truc hyper yang où on est un peu, Ah ouais, on s'est greffé une paire de couilles et on est c'est en ça. compétition avec les mecs, Les quoi. autres. C'est ça, exactement. On est en compétition avec les mecs et du coup, pour être vraiment la meilleure, on va écraser les autres femmes aussi. Tu vois, il y a un peu ce truc-là. Donc moi, c'était plutôt quelque chose autour de l'ambition, qui était quelque chose qui n'était pas forcément hyper valorisé comme quelque chose de positif pour la femme, parce que la femme, il faut qu'elle garde cette petite place bien au chaud, un peu en dessous, qu'elle prenne pas trop de place, qu'elle rayonne pas trop. Tu vois, pour moi, c'était plutôt autour de ça, en fait. Hmm. C'était pas par un manque de légitimité en disant, tiens, il faut que tu sois propriétaire ou copropriétaire d'un studio pour exister, mais c'est de se dire justement, non, en fait, si tu veux vraiment être entrepreneur, une vraie, c'est celle qui va écraser toutes les autres, quoi. C'est marrant parce qu'effectivement, à y bien y réfléchir, c'était l'un ou l'autre. Ah, tu C'est vois, soit exactement, t'es une c'est meuf rigolo, qui hein. écrase tout le monde et vraiment t'as les dents qui raillent mais Ok, j'avais déjà, ouais. tu sais, j'avais déjà ça quand j'étais dans mon job en CDI. C'était soit tu te faisais toute petite et finalement t'évoluais jamais, mais t'étais la nana un peu sympa, voilà, tu vois, mais bon, tu prenais pas trop de place et puis ben t'évoluais en 2052, quoi. Soit tout d'un coup tu prenais un peu de place et là, je te jure, j'ai eu des réflexions, rayer le plancher, etc. J'étais là, mais on est en Oh, les plein gars. délire. Et du coup, je regardais toutes ces femmes au-dessus à l'époque qui effectivement souvent avaient fait le choix de pas faire d'enfants. Alors choix ou non choix, question. Question. Et qui étaient effectivement très masculines et qui valorisaient le fait d'être surintelligentes, Mhm. ultra brillante. J'entendais vraiment, de toute façon, moi je suis tellement smart, tellement intelligente, etc., cette espèce d'auto truc qui Bichette. nourrissait et Oh, qui faisait des horaires de dingue. Mais bah des oui. horaires. Il y avait des mamans d'ailleurs, des horaires où elles étaient là à 8 heures, elles repartaient à 22 heures. Et tu avais l'impression que, ouais, elles avaient mis des patins roulettes pour montrer qu'elles étaient partout, all the place, ever, etc. Oh. Et je me suis dit, waouh! C'est un peu aussi l'idée tu vois, de ce podcast. C'est ça, en fait. Donc, le leadership au féminin, c'était ça. Et nous, qu'est-ce qu'on invente maintenant? Parce que moi, ça me fait pas. Alors, si on reste avec cette notion de couille, ça me fait pas bander. Audrey. Tu veux? Audrey, quand même, je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Est-ce qu'on peut être ambitieuse? Est-ce qu'on peut réussir dans l'entrepreneuriat sans forcément être young, à écraser tout le monde, à dire I'm simply the best et surtout être dans un espace où on se met en concurrence avec les hommes plutôt qu'en complémentarité, où on cherche à avoir le même style de vie. En fait, c'est ça. Je pense que tu viens de Tu vois, poser, alors que pas du tout. tu viens de poser le mot, c'est je cherche à. Ouais, Tu vois, c'est exactement ça, c'est je cherche à. Donc je cherche à être quelqu'un que je ne suis pas vraiment pour. exactement. Et moi, d'amour et de compassion pour les femmes dont tu viens de parler, parce qu'en ayant fait, tu vois, ce travail-là, etc., on sait bien, enfin, on sait bien. En général, tu vois, ces femmes-là, c'est des femmes qui ont quand même beaucoup souffert quand elles étaient enfants, tu vois, à devoir être parfaites, à devoir faire des choses et à montrer des choses pour qu'on puisse les voir et les entendre. Donc, c'est quoi? C'est d'avoir des super bonnes notes à l'école, c'est d'être la meilleure en classe pour que papa ou maman, du coup, qui n'ont pas forcément le temps de s'occuper d'elles, puissent du coup les regarder comme étant le petit singe savant de la famille, du coup, d'avoir de la reconnaissance. Enfin, il y a quand même un besoin de reconnaissance qui est très fort là-dedans et qui, à mon sens, n'est pas forcément très sain parce que quand tu cherches la reconnaissance de l'extérieur, oh mon Mhm. Dieu, là tu marches dans une vie qui va être soumise à une perméabilité par rapport au regard de l'autre. Et c'est tellement triste parce que tant que ça marche bien, bah, c'est cool. Mais à un moment donné, quand tu vas vouloir faire des choses et que ça marche moins bien, du coup, tu vas tout prendre personnellement et te dire, mon Dieu, je suis nulle, nanana, nanana. Et puis du coup, tu tombes en dépression ou tu en fais encore plus. Et du coup, là, tu tombes en burn-out parce que tu as puisé dans toutes tes réserves, quoi. Donc moi, je trouve ça hyper triste. Et heureusement, qu'on peut vivre du coup l'entrepreneuriat différemment. Et je pense que maintenant, comme on n'est pas encore en 2052 et qu'en en 2024, on peut vraiment se dire, non, en fait, je vais inventer un entrepreneuriat qui me correspond avec le fait d'utiliser mon intelligence.
Parce que oui, on peut être très smart et pourtant être pleine de compassion, d'amour et Et de vulnérabilité. et de vulnérabilité. On peut être tout ça à la fois. On n'est plus obligé de choisir maintenant. Tout comme on n'est plus obligé de choisir de travailler ou d'avoir une famille, on peut aussi décider d'être une entrepreneur qui est super smart et encore, pleine d'amour et de vulnérabilité. On peut être tout à fait puissante et vulnérable. On peut vraiment embrasser pleinement nos 2 polarités et c'est ça qui fait qu'on peut, vraiment, être à notre place et du coup, bah, juste marcher notre vie, telle que nous sommes sans devoir poser des étiquettes de, ouais, la meuf qui est un requin qui a les dents qui rayent le parquet ou je sais plus ce que c'était, mais ouais. Et puis elle a le droit, en fait. Elle a le droit. Moi, j'ai aussi beaucoup alors de tendresse, c'est pas le bon mot, mais j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces femmes qui ont dû se faire une place dans un monde qui est encore bien plus patriarcal que, à chaque fois, tu sais, c'est vraiment cette notion de réparer déjà, effectivement, Oui, quand tu parlais d'il y a 100 oui, ans, toutes ces oui. femmes qui ont été brûlées parce qu'elles étaient sorcières, Mmh. etc., ou peu importe. Mais il y a une notion où elles ont aussi initié et débroussailler le chemin. Donc c'était très yang, peut-être trop yang pour moi, ma vision, mais j'arrive 50 ans plus tard, peut-être que ces femmes qui écoutent, elles se disent: «Ouais, enfin attendez, hein, les filles, nous on a débroussaillé, il a fallu y aller effectivement à armes égales parce qu'on n'avait pas de place pour cette vulnérabilité». Donc j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ces femmes-là. Simplement aujourd'hui, c'est vrai que j'espère de tout cœur, et c'est ce qui est en train un peu d'émerger, c'est l'objet aussi de ce podcast, qu'on puisse continuer leur chemin, ce chemin courageux, et nous, justement, essayer d'être plus connectés à qui l'on est plutôt que de chercher à, comme tu l'as si justement souligné. Ouais, oui et c'est exactement ça et tu as raison et moi aussi je l'ai beaucoup, beaucoup de gratitude et en même temps, tu vois, je me rends compte que des dommages que cela peut créer et ça Bien existe sûr. toujours, hein, dans les sociétés aujourd'hui. Moi, j'ai des clientes, tu vois, qui sont salariées et qui, pâtissent énormément, tu vois, de leur chef, féminine en plus et tout, qui sont encore plus dures que les autres donc c'est toute une société, hein, qui est en train de changer et donc il y a forcément des ajustements à faire et moi j'ai vraiment espoir et je tiens cette vision-là, hein, qu'un équilibre va se trouver et que souvent, il faut partir dans les extrêmes au tout début pour poser des nouveaux jalons et que l'équilibre se fait, que la voie du milieu aussi, arrive après mais je crois sincèrement qu'on peut vraiment, être ambitieuse parce que l'ambition c'est magnifique être Mmh. ambitieuse et contribuer au monde pour un monde meilleur, quoi. Et puis c'est quoi au juste l'ambition d'ailleurs? C'est une bonne question. Pour moi, ouais, pour moi, l'ambition, ça vient vraiment d'un drive de quelque chose qui nous pousse vraiment à aller un peu plus loin à chaque fois pour, bah, sortir des sentiers battus, par exemple, pour créer des nouveaux projets, des nouveaux services, pour, faire des choses qui n'ont pas été faites de cette manière-là auparavant et c'est d'inspirer avec nous, du coup, d'autres femmes ou d'autres hommes aussi, hein, parce que là, du coup, on parle beaucoup, des femmes, du coup, forcément. Mais je pense qu'une femme peut aussi inspirer des hommes par l'énergie qu'elle dégage pour, mener, des projets. Alors je crois que les femmes ont toujours inspiré les hommes. Tu sens déjà derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Sauf qu'avant, je pense Et il pensait à Jacques Chirac avec Bernadette, derrière et tout, et son petit sac à main. Mais oui, je pense que je suis aussi d'accord avec ça parce qu'en effet, si, en réalité, tu as raison, si à 100 ans, tu vois, non, c'est le 1er qui me vient du coup, ouais, c'est Pasteur, mais du coup et sa femme aussi. Mais tu vois, si on pense à des grands chercheurs et cetera, oui, s'il y avait pas eu leur femme derrière, en soutien pour tout ce qui était logistique et cetera, bah, ils auraient jamais pu être aussi peut-être détendus et créatifs parce qu'ils auraient eu la dalle, ils auraient été fatigués et puis pas peut-être que que ça, pas que ça. Je te coupe parce que pas que ça, c'est pas juste sur cette organisation, tu vois, on revient au truc patriarcal. j'adore. Je pense que justement la femme, elle est quand même super smart, autant qu'un homme, et que du coup, on parlait même des rois où les maîtresses avaient énormément de De poids, pouvoir, tout à fait. de poids. C'est qu'elles devenaient des confidentes, et du coup, ça devenait un vrai partenaire de l'ombre parce qu'effectivement, il était pas mis enfin moi, c'est comme ça que je l'interprète, hein. Elle était pas mise en avant, elle était en arrière, mais ça veut pas dire que, alors Bernadette Chirac, je la connais pas intimement, donc je ne saurais dire, mais ça veut pas dire que derrière, tu vois, par exemple, Il y a les beaucoup de Obama, diplomatie, il y a beaucoup de tu vois, diplomatie derrière. Il y a ouais, beaucoup de choses qui se jouent en ouais, effet dans les l'ombre, Obama.
bien Tu sûr. regardes les Obama, et je crois que ça te là, on le voit parce qu'elle a sorti ses livres et cetera, mais je crois que ça a toujours existé, qu'en fait, et c'était une épaule, sur le si, c'était pris comme ça, sur lequel se confier. C'était quelqu'un qui avait une capacité de connaître par cœur, d'encourager, de motiver, de soutenir. Parce que justement, lorsque tu es dans un leadership, lorsque tu te confrontes à une société et que parfois tu te prends, comme tu dis, bah, des uppercuts, hein, savoir que tu as un soutien inconditionnel derrière toi, Ça, c'est sûr. c'est Ça quand donne même, des ailes. Mmh. ça te donne des ailes, hein. Ouais. Moi, j'aurais dit aussi, sur cette notion d'ambition, c'est d'aller réaliser ses rêves. Et là où je te rejoins, c'est est-ce que finalement je réalise mes rêves basés sur des traumas d'enfance ou est-ce que je réalise mes rêves depuis mon plus haut potentiel? Dire qui je suis sans justement tous ces bullshit et ces traumas. Et quand je me connecte vraiment Je à choisis la cette réponse B, Audrey. cette envie de vivre. Et je crois que c'est ça la nouvelle génération qui arrive, c'est qu'elle est vraiment connectée à son élan de cœur, son élan de ce que tu as dit au départ, hein, de donner du sens, d'accompagner les autres, de mettre sa pierre à l'édifice, etc., etc. Ouais. Du coup, on a parlé pas mal de choses. Leadership homme, finalement, on en a parlé, cette notion de comparaison, où on parlait de ces femmes qui étaient triangles. Et on peut terminer sur ce quatrième versant qui était leadership au féminin, quid de la sororité. Mmh. Ouais. Alors moi, je suis un peu connectée, aux étoiles et surtout aux licornes, parce que j'ai toujours envie de voir, la beauté dans le monde. Donc moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et notamment quand j'ai commencé avec de la naturopathie et de l'acupuncture traditionnelle, pour moi, il était bien normal que dans un milieu comme ça, on soit toutes sœurs et qu'on s'aide toutes les unes les autres. Parce que pour moi, c'est comme ça que le monde doit fonctionner. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu des grosses déconvenues. Ça n'a pas été forcément facile au début de mon projet entrepreneurial parce que je me suis rendu compte que finalement cette volonté d'être ouverte, de partager, de se soutenir et cetera, c'était pas quelque chose que tout le monde portait en tant que valeur notamment et ça a été très difficile pour moi. Je l'ai, assez mal vécu, je pense, parce que pour moi, le fait de copier, le fait de mentir, le fait de prendre enfin, pour moi, c'était difficile. C'était comme, le fait de recommencer, c'était comme si j'avais quitté un monde dont je ne voulais plus parce que j'avais envie de co-créer un monde meilleur et que je me retrouvais en fait, au même endroit, enfin avec un décor différent, mais avec les mêmes protagonistes. Dieu merci, Dieu merci, ça a changé depuis parce que je sais à quel point je suis, responsable de mon environnement et à quel point aussi je peux m'autoriser à le changer et au fur et à mesure des années, en fait, j'ai changé d'environnement et de personnes et donc maintenant je pense que je peux dire, avec fierté et beaucoup d'amour, que je crois que je suis maintenant entourée que d'entrepreneurs qui sont vraiment dans ces mêmes valeurs de sororité, d'aide, de compassion. Tu parlais tout à l'heure de soutien. Moi, j'ai des entrepreneurs amis qui sont des vrais pop-up girls dans ma vie. Je crois d'ailleurs que mes meilleures amies maintenant sont toutes entrepreneurs, oui. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui, en tout cas une très, très grande majorité, c'est pas tout à fait vrai. Une grande majorité, entrepreneurs. Donc je pense qu'il y a vraiment eu un chemin aussi de mon côté, où en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'avais aussi le droit de choisir des gens qui me ressemblaient. Et donc moi, j'y crois très fort à la sororité. Je pense que c'est comme ça que le monde va changer et donc dans l'entrepreneuriat aussi, on a besoin d'être entouré de femmes qui nous soutiennent. Parce que c'est comme ça qu'on rebondit quand on a des moments qui sont difficiles ou qu'on traverse des challenges. On a le droit de recréer en fait une sorte de microcosme en fait, dans lequel on a envie d'être bien et moi ça passe avec mes sœurs et mes sœurs entrepreneurs et c'est quelque chose dont je parle énormément dans mes accompagnements, dans mes retraites et cetera et c'est quelque chose que je vis dans mon quotidien quoi. C'est pas de la théorie, la sororité, c'est pas un joli mot qu'on a sorti il y a 5 ans pour dire, «Allez les meufs, on est toutes sœurs». Non, c'est vraiment aussi comment est-ce que je peux être une bonne sœur comment est-ce que je peux être dans la sororité avec mon amie? Est-ce que c'est, en prenant 1 heure avec elle pour partager quelque chose? Est-ce que c'est en lui expliquant, ce que je viens de comprendre sur, ChatGPT? Est-ce que c'est, on peut vraiment, être là ensemble pour tous enfin pour co-créer et puis comme au bout d'un moment, quand on avance, notamment dans le milieu du bien-être, qu'on se rend compte que, personne ne va prendre la place de personne, qu'on a toute notre place, qu'on a toute notre énergie, qu'on est toutes uniques et qu'on est vraiment là les unes avec les autres pour co-créer,
Bah, ça ouvre aussi encore un infini des possibles où on peut, créer des retraites, à plusieurs, on peut créer des programmes à plusieurs, on peut demander de l'aide à une autre personne sans avoir honte, par exemple, ou, sans se dire: «Non, non, mais je vais pas lui demander parce que moi je suis tellement plus intelligente que j'ai pas besoin de son aide». Non, il y a vraiment quelque chose aussi qui s'ouvre et moi j'y crois vraiment très fort à la sororité entre nous. Moi, je te rejoins. Alors, j'ai un peu le même parcours aussi où je suis arrivée pareil, fleur bleue, et j'ai eu quelques déconvenues. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait qu'on a le choix Tout le temps, hein. des gens qui nous entourent et et que c'est justement, grâce à cet apprentissage, que ça nous a peut-être permis de choisir avec, plus de dextérité, qui nous entourent et moi, je suis hyper contente aussi des gens qui m'entourent aujourd'hui Ouais. et je crois qu'aussi ça a développé, c'est au fur et à mesure, aussi de développer sa légitimité, sa puissance personnelle, enfin voilà, il y a plein de choses qui se mettent autour. Et puis de poser ses limites aussi, tu sais? Je pense que Exactement, c'est une des grandes faiblesses, c'est une généralité encore, mais c'est quand même une de nos grandes faiblesses en tant que femme, hein. Parce qu'on n'a pas forcément appris à poser nos limites étant enfant, parce qu'il fallait être, people pleaser et la gentille petite fille qui souriait, qui faisait le petit bisou et tout parce qu'on était poli et cetera. Donc c'est pas facile parfois, hein, de prendre vraiment sa place et cetera et je trouve que poser ses limites en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui nous aide aussi après dans une négociation possible avec des tout à fournisseurs, fait. dans le fait de dire, au revoir à une collaboratrice ou un collaborateur aussi, parce que du coup, c'est plus du tout acceptable ce qui est en train de se passer et malgré, des, des discussions et cetera, on se rend compte que l'équilibre ne pourra pas être trouvé parce que, pour plein, plein de raisons différentes et donc ça nous apprend tellement de choses aussi, sur ce point-là, hein. Ça vient guérir aussi des parties de nous finalement, hein, tu vois, l'entrepreneuriat. Parce que ça Oui. vient vraiment nous mettre à notre place et quand on parle de leadership, je trouve que ça vient vraiment après, s'infuser dans notre vie. Alors je sais pas, si c'est la vie perso qui infuse dans la vie pro ou c'est l'inverse et cetera. Je pense que c'est les 2 en même temps qui font des vases communicants, mais ça aide aussi à tout ça. Moi, je trouve que le leadership, en fait, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est un peu comme tout, tu as le choix, soit tu fonces tête baissée dans tes croyances qui font chier pour réussir, qu'effectivement, C'est ça. l'ambition et cetera, enfin voilà, tu restes collé à tes croyances et du coup, tu plonges parce que c'est quelque chose qui est tellement happant que voilà, qui te happe tellement que tu plonges dedans. Soit au contraire, c'est un espace de transformation absolument génial qui t'enseigne justement la puissance personnelle, poser ses limites. Heu, c'est un axe aussi hem, de se rendre compte à quel point on a des ressources, à quel point on peut rebondir, à quel point on est puissant, à quel point, on peut réussir et cetera. Donc, moi, je trouve que c'est un terrain d'expérimentation à ciel ouvert et je crois lorsque tu parles de sororité, on est et je te rejoins assez là-dessus, on est aussi en train de créer une nouvelle vision de la sororité. Parce qu'on a mis beaucoup les femmes en compétition les unes avec les autres. Ça se calme, plutôt vers la cinquantaine où ça y est, on rentre dans le truc où on est peut-être moins sur l'axe de séduction et cetera et cetera. Mais là, je crois que justement, c'est en train de revenir en arrière et on est en train d'avoir des femmes de plus en plus tôt qui réapprennent ce que c'est la vraie, sororité. Alors on l'avait à l'adolescence, les copines pour toujours et cetera. Simplement lorsqu'on est sur du business, ouais, c'est ça, tu vois? Quand on est sur du business, lorsqu'on peut avoir aussi des peurs, on pourrait parler de ces peurs-là. Lorsqu'on est à son compte, c'est avoir un chiffre d'affaires qui fluctue. C'est aussi de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'a pas peur, qu'on nous pique nos idées pour nous piquer nos idées. Bon, même si, si peut-être, remarque. On n'a pas peur de la concurrence pour la concurrence. On a la peur derrière, c'est de pas en vivre, c'est de pas être visible. Donc l'entrepreneuriat nous fait travailler énormément sur tous ces aspects-là et lorsqu'on et puis je crois aussi que quand on est entrepreneur, qu'on aime ou pas les entrepreneurs en face de nous, il y a quand même une donnée qui est la même, c'est que toutes les entrepreneuses et entrepreneurs bossent énormément quand même. Ils font appel à leur puissance personnelle, ils osent, ils se gamellent, ils se relèvent, ils font des programmes, ça cartonne, d'autres, bon, bah, c'est la déception. Et donc on peut reconnaître ça chez l'autre de cette ode au courage, de cet appel au courage. Et je sais plus pourquoi je disais ça, d'ailleurs je suis partie toute seule en live là. Mais voilà, Non, c'est ça, tu parlais de la sororité qu'on est en train on est en train de et on est en train de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de voir les choses. ouais, je suis vraiment, et je crois que ça nous fait vachement bosser aussi sur nous-mêmes. Hem, Moi j'étais, pas mal challengée par certaines femmes, pas toutes les femmes, mais, par certaines femmes et je sais que je peux le faire encore lorsque c'est des gens qui sont j'ai de cette impression, en quête de puissance personnelle, où c'est pas encore très clair pour eux.
Et donc, du coup, je peux challenger et je suis certaine qu'à chaque fois que je mets les pieds dans une formation, il y a une nana, si elle est pas OK avec sa puissance personnelle, je vais la challenger. Et avant, ça mettait dans un état, second de: «Mais je comprends pas, moi je vous ai rien demandé», puis en plus je reconnaissais même pas forcément ma propre puissance. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce qu'elles ont? Enfin, je suis comme tout le monde». Et donc ça m'a permis de reconnaître ma propre puissance, en me disant: «Bon, OK». Et la deuxième chose, c'est que j'avais tendance à réagir d'une manière très yang, genre: «OK, mais viens pas me faire chier». Et ça m'a fait travailler sur la genre: «OK, je te challenge, j'entends, c'est bien, mais par contre, voilà, il y a un périmètre d'un mètre autour de moi et tu n'approches pas parce que moi, j'ai pas du tout envie de gérer ça». Et ça m'a fait vachement travailler sur moi aussi, sur reconnaître cette puissance personnelle, sur la compassion, sur le pardon, sur moi aussi, qu'est-ce que ça faisait déclencher comme peur. Et depuis cet espace-là, hem, on peut aussi travailler sur notre propre vision de Mmh. la sororité. Est-ce que j'ai suffisamment, peut-être que, moi aussi je peux montrer à l'autre personne sa puissance personnelle, peut-être que je peux l'accompagner différemment plutôt que mettre, mon périmètre à 1 mètre en disant: «Bon, bah, écoute, tu as un problème avec ta puissance personnelle, tu as pris mes lunettes, donc tu dégages de ma vie». Donc voilà, c'est aussi ça, c'est, moi j'aime beaucoup, l'entrepreneuriat et beaucoup cette notion de sororité parce qu'elle m'a fait vachement Mmh. travailler sur moi. Et sur toutes ces peurs ou ces fameuses déceptions, parce que moi, les déceptions que j'ai connues quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, elles Mmh. étaient surtout féminines, hein. C'était surtout des claques de nana. Je me suis dit: «Waouh, comment c'est Mmh. possible, en fait? Et pourquoi?» Et donc on revient à la notion de peur, on revient à la notion de moi poser mes limites, à ma notion de je m'en fous, c'est pas grave. Et puis c'est qu'une personne, il y a 5000 autres personnes sympas. Et pourquoi moi je m'accroche à cette personne-là? Pourquoi j'aurais envie de devenir amie avec elle alors qu'il y a 5000 autres personnes autour? Et je pense qu'au bout d'un moment, on finit par tout lâcher. Et lorsque notre énergie change, parce qu'on peut aussi regarder sous notre Bien sûr. propre tapis, l'énergie change aussi chez les autres. Et moi, j'ai fait un gros job sur la sororité depuis 1 an et demi, pour justement avoir ce sentiment que c'était plus calme Mmh. pour moi. Tout le monde ne sera pas ami avec moi, mais ce sera plus calme pour Et moi, tu en vois, là, je me fait. dis: «Tiens», quand tu parlais, je t'écoutais, je me dis: «Tiens», en fait, ce qui est, hyper nourrissant pour, justement, pour aller nourrir cette sororité-là, c'est vraiment de, même, tu vois, de faire des retraites. Moi, je pense aux retraites, que je fais, tu vois? Mais même aux Mmh mh. formations, tu vois? Comme dans les formations que tu fais toi, tu vois? Les femmes qui se rencontrent, dans ces espaces-là, dans ces espaces sacrés, dans ces espaces sécures, qui peuvent être vulnérables. Elles rencontrent d'autres femmes qui sont vulnérables aussi. Et c'est dans cet espace où on vient se contacter avec notre puissance personnelle, où on vient comprendre comment, fonctionnent les arts chamaniques et cetera, tu vois? Quand on est appelé par ça, en général, quand on se retrouve dans une formation avec d'autres femmes, qui sont aussi appelées par les mêmes choses, tu vois? Il y a vraiment quelque chose de très fort qui se crée. Et ça permet aussi, je trouve, ça permet aussi de rencontrer des gens et de créer un environnement autour de nous avec des gens avec qui, tu vois, il y a des subtilités, des énergies qui sont les Ouais. mêmes. Et ça fait aussi du bien, tu vois, de se retrouver aussi dans ces espaces-là. Et de réparer aussi certaines choses justement sur cette sororité. Parce que Exactement. tout le monde peut ouvrir cet espace de vulnérabilité, parce que finalement on se rend compte qu'il y a beaucoup d'histoires féminines qui vont se retrouver. Bien sûr. Euh, et il y a beaucoup de... Et du coup, ça crée une vraie sororité parce que, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que les femmes ont un parcours et ont un passé, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres vies, hein, qui est quand même assez costaud. Et donc, ça vient créer un lorsqu'on se rend compte que, ces souffrances, que, ces traumas et cetera qui sont quand même souvent propres au féminin, hein, c'est pas du tout une notion de féminisme, mais qui sont propres au féminin. Ça vient rassembler, ça vient fédérer, ça vient soutenir, ça vient transformer, et ça crée, des rencontres uniques. Moi, je sais qu'on se rejoint, l'été, on est dans une même communauté. Mmh mh. On va tous les étés. Moi, c'est le moment où je suis moi-même, Mmh. complètement moi-même. Donc j'arrive avec, qui je suis, et c'est un endroit où je me sens en paix, où je suis comme je suis. Je me demande pas si je suis trop, pas assez, trop peu, et ça m'a vachement fait aussi avancer. Et puis lorsqu'on est moins centré sur soi-même et qu'on regarde autour, parce qu'il y a beaucoup de femmes quand même, pas que, mais il y a beaucoup de femmes, ça donne un élan de fraternité en règle générale, énorme. Et du coup, parce qu'on vit des choses ensemble et que tout le monde à un moment partage une zone qui est quand même pas confortable,
mais qui sait qu'il peut le faire sans être jugé et justement avec un soutien de groupe, Inconditionnel. alors c'est hyper puissant, hein. Je discutais avec une personne qui à un moment, donc on était justement, qui a été challengée à un moment par le groupe parce que les gens riaient, elle pensait que c'était à propos d'elle. Et OK, tu vois, ça vient faire écho, donc il y a une discussion qui s'engage, et cetera. Et moi, je me souviens que lorsqu'on a fait une autre cérémonie, moi, je me suis retrouvée à côté du feu et je suis partie en transe jaguar. Donc il y avait une partie de moi qui était là, une autre partie qui était vraiment avec les narines, enfin voilà, j'étais vraiment en transe dans mon animal totem. Et à ce moment-là, tout le monde s'est levé, a commencé à taper au tambour, danser, rigoler, chanter. Et ce truc-là est venu en moi. De OK, moi je suis en train de me nettoyer en utilisant la puissance de mon jaguar, mais autour de moi, les gens sont morts de rire. Qu'est-ce que je choisis pour moi? Est-ce que je choisis de croire qu'en fait, ils respectent pas le fait que je suis dans une transformation, qu'ils sont en train de se foutre de ma tronche parce que de l'extérieur, je dois avoir l'air ridicule? Ou est-ce que je reste, et ça m'a intégrée à fond dans ma puissance personnelle, connectée à ce que je suis en train de vivre parce que je suis en train de me libérer de mémoire, parce que je sais que je suis dans un groupe sécure qui ne me jugera pas et où je peux être pleinement moi-même. Et là, on sort même de la sororité, on est dans une fraternité absolue qui fait que j'ai vécu mon truc, je suis sortie de mon truc, je ne sais pas à quoi je ressemblais d'extérieur et je m'en cogne, quoi. Et ça, oui, on vit ça que dans des retraites, que dans des espaces que tu proposes ou que je propose et que d'autres proposent parce que ça crée quelque chose où tout d'un coup, on peut enfin être soi-même et s'autoriser à être, en fait. Et moi, je porte la vision, tu vois, que ces espaces-là puissent exister de manière beaucoup plus globale et que ça se développe parce en fait, en réalité, c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie. Ouais. On devrait tout le temps pouvoir être authentique. Ou bon, peut-être qu'au milieu du monop, faire le jaguar, ce serait un peu étonnant. Mais pourquoi Quoique. pas? Mais pourquoi pas? Et tu vois, c'est vraiment ça, en fait. Et puis je pense qu'on est dans une ère où on a envie de pouvoir, se reconnecter à notre authenticité et ça passe avec le fait d'être accueilli pleinement, du coup, comme on est. Donc c'est un beau travail intérieur. C'est un magnifique travail intérieur, ouais. J'avais envie de te laisser le mot de la fin, Julia, donc entrepreneuse de demain, vers une nouvelle vision du leadership au féminin. Qu'est-ce que tu auras envie de nous dire? J'aurais envie de rappeler aux femmes qu'elles ont déjà tout à l'intérieur et qu'elles peuvent vraiment s'accueillir avec toute leur polarité, que ce soit leur polarité yang, celles qui sont dans l'ambition et dans le truc un peu rigide, peut-être parfois de l'organisation, et en même temps ce côté yin, de la créativité, de laisser rentrer le flow, de s'autoriser des fois à être dans le rien. On est dans une société qui veut toujours aller vers du plus, plus, plus. Et je pense qu'en tant que leadership au féminin, on peut s'autoriser aussi à ralentir, à être à l'écoute de son propre cycle, par exemple, son propre cycle intérieur, être aligné aux saisons qui sont aussi les saisons à l'extérieur. Je pense qu'un leadership au féminin, c'est un leadership qui accueille le monde dans sa globalité. Donc, c'est notre monde intérieur et c'est le monde aussi dans lequel on vit. Donc, moi, c'est ça que je porte comme vision pour les femmes dans leur vie entrepreneuriale. Et comme on a fini par parler de sororité, moi, je vous souhaite à toutes, à celles qui sont en train de nous écouter, de trouver vraiment des entrepreneurs, sœurs dans votre entourage pour avoir des super pop-up girls, pour partager des blagues carambars, pour avoir plein de discussions qui n'ont absolument rien à voir avec le boulot, mais qui nous nourrissent sur plein d'autres plans. Elle parle de notre groupe. Entre autres, je sais que tu en as d'autres. Et qui viennent nous nourrir du coup sur plein d'autres plans, qui sont des plans aussi, qui sont vraiment en lien aussi avec la femme, quoi. Avec la femme extatique, et puis la femme drôle, et la femme vulnérable, et qu'on a vraiment le droit d'être tout ça à la fois. Et que l'entrepreneuriat peut aussi vous permettre, enfin, moi je vous encourage en tout cas, d'être tout ça à la fois en tant qu'entrepreneur. Ouais. Merci beaucoup, Julia. Cœur, cœur. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles.
Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la Clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.